Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et aujourd'hui je voulais vous présenter un top 10 des jeux de 2020 et 2019 réunis ensemble, donc pour vraiment condenser beaucoup de jeux ensemble. En 2020 j'ai quand même réussi à moins jouer de jeux, donc j'ai joué des jeux de 2019, j'ai joué des jeux de 2020, j'ai joué aussi des jeux de 2020 en 2021. Donc là sur à peu près une soixantaine de jeux de ces deux années-là, peut-être 60-70, j'ai répertorié mon top 10 que je vous présente aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais commencer avec quelques mentions spéciales des jeux qui malheureusement j'avais juste joué une fois. Donc tous les jeux, sinon, je les ai joués au moins deux fois et plus pour qu'ils fassent partie de mon top 10. Donc on y va directement avec mes trois mentions spéciales avant de débuter le top 10. Alors, ma première mention spéciale va au jeu Watergate. Watergate, j'ai seulement réussi à le sortir une fois, mais c'est un jeu qui m'a vraiment impressionné. Surtout thématiquement, j'aime ça les jeux un peu politiques. Donc, on revit vraiment ce scandale-là du Watergate, soit du côté de Nixon, soit du côté des journalistes. Et il va y avoir vraiment une espèce de souk à la corde qu'on va faire pour tirer de notre côté la preuve. Et il y a aussi un espèce de plateau là, que je peux vous montrer dans les images. Une espèce de plateau où on va, dans le fond, tenter de relier, en étant journaliste, relier les évidences j'ai alibi en tête, pas alibi, mais j'ai suspect en tête, mais c'est plus à des personnes. Donc, on essaie de relier des faits à des personnages qui entouraient Nixon. Et avec ça, puis quand on est Nixon, on va tenter de brouiller les pistes en retournant sur les côtés noirs. Donc c'est un peu le principe qu'on va faire dans ce jeu-là pour tenter de brouiller les pistes aux journalistes et de l'autre côté, tenter de relier les faits à des personnes. Et c'est de cette façon-là qu'on va gagner en remportant des petits jetons. Ça fait un petit bout que j'ai joué des petits jetons. Des espèces de points. Ce sont des petits marqueurs. J'ai un petit blanc qui fait en sorte qu'on va être déclaré vainqueur. Donc, une thématique super intéressante pour Watergate. Malheureusement, j'ai pas réussi à sortir souvent. Ma copine, on avait joué ensemble, puis finalement, j'étais moins tenté de refaire l'expérience. C'était moins dans son style de jeu. Des jeux peut-être un petit peu plus lourds, on s'entend. Et donc, c'est un jeu aussi avec du card-driven game. Donc, on a dirigé par des cartes avec des multiples actions. Donc, un jeu vraiment super intéressant que je vais retrouver les bonnes personnes pour jouer d'autres parties, mais je voulais quand même le mettre dans mon top. Je vais le mettre dans les mentions spéciales. Donc, Watergate, jeu qui fait partie des mentions spéciales de ce top 2019-2020. Ma deuxième mention spéciale va à Curious Cargo, jeu de 2020 pour deux joueurs également, tout comme Watergate, 30 à 60 minutes, donc dans les mêmes eaux. Encore là, je l'ai joué seulement une fois avec ma conjointe. Elle a quand même aimé ça, mais c'est quand même assez un gros casse-tête. Curious Cargo. Pour un petit jeu de 30 à 60 minutes, on parle de 3.21 de complexité, puis il est quand même assez très casse-tête. C'est un jeu dans lequel on va faire de la livraison de marchandises, mais on va développer notre réseau avec des petits tuyaux qui va amener vers notre dock d'embarquement à notre gauche. Et c'est là qu'on va embarquer des camions, des différentes ressources. Et de l'autre côté, on va recevoir les ressources de l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant et on va tenter de faire un réseau également pour capturer ces marchandises-là. Et ce qu'on reçoit, si vous regardez sur le plateau en bas à droite, ça va nous donner des points de victoire et des bonus. Donc on va essayer de capter ce que l'autre va nous envoyer. On peut mettre les camions de livraison soit du côté de notre adversaire, soit de notre côté. Donc ça amène vraiment une complexité de gestion de qu'est-ce qu'on va faire avec les camions, qu'est-ce qu'on va faire avec notre réseau aussi de distribution interne avec toutes
les petits conduits qu'on peut faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de réflexion dans ce jeu-là que j'ai trouvé vraiment, vraiment très agréable. Ça m'a vraiment surpris. J'étais pas certain. C'est un jeu qui m'avait attiré au départ. Puis après ça, quand je l'ai vu, j'étais pas certain si je voulais vraiment me le procurer. Puis finalement, ben, j'ai fait le saut. C'est le même auteur d'ailleurs que l'autre mention spéciale que je vais vous présenter, Ryan Courtney, qui est un peu pas basé sur ce jeu-là, mais il y a des mécaniques qui se ressemblent. Donc, Curious Cargo, c'était une mention spéciale pour mon top 2019-2020. Pour ma dernière mention spéciale, c'est un jeu, comme je disais, de Ryan Courtney, tout comme Curious Cargo. C'est le jeu Pipeline, dans lequel on va faire un réseau de raffinement de pétrole. C'est sûr, c'est peut-être pas la thématique la plus intéressante, environnementale, etc. Mais ce jeu-là, je l'aime vraiment pour les mécaniques du jeu, du réseau de distribution, du casse-tête que ça fait quand on montre on fait un petit réseau personnel. Je vais essayer de vous montrer quelques photos. On voit que les joueurs à côté de leur plateau ont débuté un petit réseau de distribution et c'est comme ça qu'on va, pas de distribution, mais de raffinement. Donc on va raffiner notre pétrole. On a différentes classes de pétrole sur notre plateau personnel, jusqu'à du vraiment pur et du très brut. Et on va faire des commandes avec tout ça. Donc on a des livraisons à faire, des contrats à faire. Donc c'est un peu de la façon qu'on va gérer le tout. Il y a aussi du marché du crude, le crude market, c'est vraiment le brut. On a aussi qu'est-ce qu'on a d'autre dans le jeu? On a différentes valeurs qui vont changer à chaque partie pour les différents types d'huile. On va avoir aussi, on peut revendre aussi notre pétrole raffiné. On va pouvoir aussi avoir des espèces de tanks, de réservoirs. On va avoir des commandes, des contrats. Donc, c'est deux trucs un peu différents, les commandes et les contrats. On va avoir aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit un petit peu plus notre plateau personnel là, avec justement les différentes tanks qu'on va avoir avec les différentes pétroles jusqu'à du très raffiné qu'on va tenter de revendre dans des contrats. Il y a des valuations aussi qu'on va avoir. Qui va améliorer notre... je pense qu'on a aussi des améliorations, c'est ça, qu'on peut avoir aussi dans le jeu. Donc, il y a toutes sortes de choses dans Pipeline. J'ai seulement joué une partie, malheureusement. Je l'ai sorti avec mon groupe, on a quand même aimé ça, mais bon, on passe souvent à d'autres choses, puis j'ai moins joué aussi à des jeux dans la dernière année, avec la pandémie, moins de chances de se rencontrer. Donc, c'est un jeu que j'aimerais ça ressortir plus souvent. J'ai vraiment aimé ça, Pipeline. Donc, c'était ma mention spéciale, dernière mention spéciale pour ce top. Et on va passer tout de suite à mon numéro 10. En 10e position, on retrouve le jeu Wingspan. Wingspan sorti en 2019. Jeu que j'ai joué quand même à plusieurs reprises, autant en solo ou en multijoueur. Jeu que j'ai pu présenter à de la famille, jeu que j'ai pu jouer avec des plus gamers aussi, mode solo super intéressant. On parle de 40-70 minutes par partie. C'est très, très, très juste, autour d'une heure environ. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs si on veut. Matériel de super belle qualité. Jeu d'Elizabeth Hargrave. C'était son premier jeu, je ne me trompe pas. Complexité relativement moyenne. Donc, comme je disais, on peut le montrer un peu n'importe qui, de Stonemaier Games. Jeu d'oiseaux. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter. Je pense qu'il est quand même assez connu. Il a fait vraiment sa place dans le monde des jeux. C'est un jeu de construction de tableaux. Donc, on va jouer des cartes sur notre plateau personnel et ces cartes-là, ben, vont se combiner. On va refaire leurs actions d'une manche à l'autre, dépendant de leurs caractéristiques. Mais on va vraiment placer des oiseaux dans les différents habitats. Et à chaque fois qu'on va réactiver une ligne, ben, on va pouvoir réactiver toutes les autres oiseaux si ont des actions qu'on peut réactiver à chaque fois. Donc, il y a vraiment une construction de tableau qu'on va faire dans ce jeu-là qui est vraiment très intéressante.
Mon petit bémol de ce jeu-là, c'est qu'il y a tellement de cartes des fois que ça peut devenir difficile de faire vraiment des combos intéressants, mais ça ajoute de la variabilité d'une partie à l'autre. Puis il y a des extensions que vous pouvez rajouter à ça pour rajouter encore plus d'oiseaux. Il y a aussi une application que vous pouvez avoir pour entendre le bruit des oiseaux. Pas le bruit, mais le chant des oiseaux. À chaque fois que si vous scannez la carte, ça va vous faire le chant de l'oiseau. Donc ça, je ne l'ai pas encore essayé en jouant en même temps d'essayer cette application-là. Matériel, comme je disais, de super bonne qualité. Et on va avoir des objectifs aussi au courant de la partie à réaliser. Donc tout le monde va se battre pour ces objectifs-là. Donc ça ajoute un peu de tension sur les cartes qui vont sortir dans l'espèce de rivière de cartes. Donc, pour aller chercher telle carte avec tel type de nid pour répondre à tel objectif. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a le principe des œufs aussi très important, placés sur nos cartes. Puis, on a besoin des œufs après ça pour placer des cartes de plus en plus loin. Donc, vraiment très cool. Wingspan, c'est mon numéro 10 de ce top 2019-2020. En numéro 9, j'ai décidé de placer deux jeux qui sont très similaires, qui sont sortis un en 2019, un en 2020, soit vraiment très futé et très futé à la puissance 3. Donc les deux ensemble, je les mets, je voulais pas les... de toute façon, c'est arrivé vraiment très proche quand j'ai fait le classement de mon top. Et deux jeux qui se ressemblent beaucoup, on s'entend, c'est une suite un de l'autre, mais avec des puzzles différents qu'on pourrait appeler. Donc, vraiment très futé, va vous offrir une complexité quand même assez intéressante pour un petit jeu de roll and write. On peut jouer, c'est très addictif comme jeu, on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Ça sort vraiment très rapidement, expliqué quand même assez rapidement aussi, même 5-10 minutes, on va être capable de l'expliquer sans problème à quelqu'un. Une trentaine de minutes, 45 minutes des fois par partie, dépendant du temps de réflexion des joueurs. La version vraiment très futée, on va avoir différents casse-têtes. Je vous montre une petite carte. On va avoir le fameux degré que lui, il amène quand on le sélectionne, on va marquer tous les dés qui s'en vont qu'on va déposer sur le plateau central qu'on choisit le dé. Il y a le dé jaune que lui, il faut entourer et cocher. Donc, c'est 2 fois chaque chiffre. Donc, ça peut venir très, très payant. Mais c'est très demandant. Puis, les bonus se débloquent seulement avec un cochage de numéros. Le bleu, c'est toujours un chiffre plus petit ou égal. Le vert, c'est des soustractions, ça c'est intéressant. On met un chiffre, on soustrait à l'autre à côté. Puis le dé rose, lui, c'était certaines conditions, mais pas nécessairement besoin de les respecter pour avoir les différents bonus. Puis quand on regarde très futé à la puissance 3, c'est lui que j'ai joué le plus récemment. Vu que c'est le plus nouveau, lui, il ajoute l'espèce de dé turquoise qui, quand on sélectionne, mais si on a sélectionné, mettons, 2 autres 2, puis on prend un 2 turquoise, on peut cocher 3 fois 2 dans le turquoise. Donc ça, il y a une autre stratégie. Le bleu avec le blanc, c'est on va partir d'un côté vers 6, 5, 4, 3, 2, 1, de l'autre côté 8, 9, 10, 11, 12. Le dé brun, on peut partir où on veut, mais on peut jamais aller cocher à gauche de ce qu'on a coché le plus à droite. Puis il y a des bonus à débloquer de chaque côté, qu'on coche de chaque côté du bonus. Et le rose, on a toujours 2 choix. Soit on prend le dé et on divise par 2 puis on prend le bonus, ou on multiplie par le multiplicateur qui est en haut. Donc ça, c'est intéressant aussi. Puis il y a le dé jaune qui, lui, c'est par ligne, dépendant si on sélectionne dans le premier dé, deuxième dé, troisième dé, ou dans le plateau argenté. Donc, vraiment d'autres puzzles différents qui se combinent bien ensemble. Je trouve le Clever Cube, très futé à la puissance 3, va offrir vraiment beaucoup plus d'enchaînement de bonus, encore que vraiment très futé. Mais les deux, je les aime pas mal égal, plus que le premier. Donc, c'était mon numéro 9. Donc, vraiment très futé et vraiment très futé, ou très futé à la puissance 3.
En 8e position, on retrouve un jeu qui se nomme Marvel Champion The Card Game. Donc, un jeu dans l'univers de Marvel. C'est un CCG, donc un Collectible Card Game. Non, excuse, je me suis trompé. Un LCG, un Living Card Game. Donc, la différence, c'est que lui va avoir des nouvelles boîtes qui arrivent tout le temps avec des nouveaux personnages. Donc, ils sont rendus vraiment avec beaucoup de boîtes. Là. J'ai perdu un peu le fil. Moi, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Malheureusement, j'ai joué à 6 reprises quand même. C'est quand même pas mauvais. Faudrait que je ressorte aussi un petit peu plus souvent, mais on essaie de varier un petit peu les jeux. Je l'ai juste joué en solo jusqu'à maintenant. Non, je l'ai joué une fois aussi avec ma conjointe à 2 joueurs, que c'était intéressant aussi. Je trouve la complexité est intéressante pour le rapport aussi avec le temps et les défis qu'on va avoir, puis les combos aussi de cartes. Mettons, je pars avec Doctor Strange, il y a des habiletés intéressantes, fait que là j'apprends à maîtriser son deck, je fais quelques parties comme ça contre différents vilains, donc toujours le fun, puis après ça tu changes de héros, tu essaies d'autres choses. J'ai juste ajouté dans le fond le bouffon vert, puis j'ai ajouté aussi Doctor Strange là, à la boîte de base. Et dans la boîte de base, je pense pas que j'ai encore joué tous les héros malgré tout. J'en ai joué quelques-uns. J'ai joué Black Panther, Spider-Man. Je me semble que j'ai joué d'autres, mais là j'ai un petit blanc. Donc un jeu dans lequel, comme je disais, on va combattre des vilains. Ah ouais, j'ai joué She-Hulk aussi, puis Iron Man. Je pense que j'ai juste pas joué encore Captain Marvel. Donc on va tenter de battre les différents vilains qui vont avoir qu'on peut mélanger avec différents scénarios de vilains. Donc c'est vraiment très intéressant, très facile d'approche aussi. C'est le tour des vilains, c'est dans notre tour, puis on joue comme ça. Dans le style des Living Card Games, si vous connaissez un peu. Super sympathique. On a le principe aussi d'être notre alter ego ou du côté héros. Donc ça aussi, c'est une mécanique super intéressante. Vraiment pas déçu même que je suis pas un grand fan de Marvel, j'aime vraiment ce jeu-là, je trouve vraiment qu'il est bien fait. Puis on a beaucoup de plaisir à jouer à Marvel Champion de Card Game. Donc c'est pour ça que c'est mon numéro 8. En 7e position, on retrouve Viscount of the West Kingdom, Viscount du Royaume de l'Ouest. Un jeu sorti en 2020 qui durait de 60 à 90 minutes. Quand même complexité intéressante de 3.44. On peut jouer de 1 à 4 joueurs. Sean Phillips et S.J. McDonald qui sont derrière ce jeu-là. Jeu que j'ai joué en solo pour l'instant. Que j'ai hâte de jouer aussi à plusieurs joueurs. Je trouve le concept très intéressant de plateau qui tourne, qu'on va se déplacer avec notre chevalier sur ce plateau-là, faire différentes actions. Il y a 4 grandes actions principales. Soit on peut construire des espèces de petits bâtiments, on peut aller faire des écritures, on peut aller envoyer des personnages au château. Il y a toute une mécanique intéressante quand on envoie des personnages au château. Puis il y a aussi du marchandage qu'on peut faire pour faire tout ça dans le but, bien évidemment, de faire des points de victoire. Donc, jeu relativement simple. On va aussi avoir notre plateau personnel dans lequel on a une mécanique de cartes super intéressante. On va placer toujours une nouvelle carte et ça va déplacer les deux autres. Et ces cartes-là sont toujours actives tant qu'elles sont sur notre plateau. Il y a des cartes que quand on les place, on va avoir un bonus. Il y a des cartes que quand elles sont présentes, c'est un bonus. Il y a des cartes quand qui sortent de nos 3 cartes, ça va dans la défausse, ont un effet aussi. Donc tout ça, on va aller chercher aussi des aides de propriété et des dettes. Et il y a une espèce de mécanique de premier paquet qui est vidé, soit les dettes ou les actes de propriété. Ça va être le scoring. Dans le fond, on va faire un scoring de son opposé. Donc, si c'est les actes de propriété qui sont terminés en premier, ben c'est les dettes qui vont faire des points à la fin. Puis si les deux paquets sont vides, ben là, ça va être les deux. Donc, il peut y avoir cet aspect-là aussi intéressant de course. Les automates sont super le fun. Il y a plusieurs types d'automates qu'on peut jouer
Il va être focusé sur différentes choses. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment agréable, les parties que j'ai faites en solo. J'ai hâte de jouer à plusieurs joueurs aussi, voir qu'est-ce que ça va donner, l'interaction aussi avec le château et tout ça. Euh, même les écritures, construire les bâtiments. C'est sûr qu'il va y avoir une interaction avec les joueurs, les personnages aussi qu'on va aller recruter. Donc, vraiment très intéressant. Il y a le principe aussi de corruption puis de vertu. Quand ça arrive ensemble, là, il se passe quelque chose, il y a des bonus qui sont donnés à tous les joueurs, des bonus à nous aussi. Donc, vraiment beaucoup de choses intéressantes dans Vicomte du Royaume de l'Ouest. J'ai vraiment préféré à Paladin, qui était pas très loin, il était en dehors de mon top 10. Donc, spoiler, il sera pas dans les choix qui viennent, mais Vicomte, je l'ai préféré à Paladin. En sixième position, on retrouve Praga Caput Regni, autre jeu que j'ai seulement eu l'occasion de jouer en solo pour l'instant. Lui, je pense que c'est le prochain que je veux vraiment jouer à plusieurs joueurs. Jeu sorti en 2020, 45 à 150 minutes, donc très variable dépendant du nombre de joueurs, là, en 4 joueurs. C'est vrai qu'en solo, ça va être assez rapide, autour d'une heure. Le solo est bien, c'est pas un solo extraordinaire, là. On va avoir un petit peu d'opposition, mais il fera pas de points de mémoire le solo, donc c'est vraiment de battre notre meilleur score. Donc c'est pas nécessairement les solos que je préfère. L'auteur du jeu, Vladimir Suchi. Et puis, complexité quand même assez élevée, en 3.69. Et je vois pourquoi il est là, même si le solo est pas excellent, c'est que je vois le potentiel à plusieurs joueurs avec surtout, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est l'espèce de mécanique de roulette d'action que je vais essayer de retrouver. Les plateaux de joueurs sont intéressants aussi pour la mécanique des ressources qu'on peut débloquer. Des petits cubes supplémentaires. Quand on va au-delà d'un certain montant d'argent, en fait, on va débloquer un bonus quand on enlève le petit cube. Et on va avoir aussi notre piste d'or et de minerais, qui ça aussi va nous amener à avoir certains bonus. Il y a sinon la roulette d'action, on va développer aussi la ville de Prague, donc il y a une mécanique intéressante aussi de construction je me souviens plus, c'est des bâtiments autour d'un espèce de centre. Et ça, dépendant des majorités qu'on va avoir, ça va nous donner certains bonus lorsque ça va être complété. Donc ça aussi, c'est très intéressant. En multijoueur, en solo, c'était bien comment c'était fait, mais je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. À plusieurs joueurs, il y a le principe du pont aussi, si on se rend au Charles Bridge. Il y a certains bonus qu'on peut débloquer avec ça. Et la fameuse roulette d'action qui, à mon avis, fait vraiment le cœur du jeu. On va aller choisir toujours une petite pièce de 2 hexagones. On choisit laquelle des actions qu'on veut. Il y a un bonus aussi associé à ça. Et dépendant où c'est rendu, ça peut nous donner certains bonus ou coûter certains montants que ça va nous coûter pour prendre la tuile. Donc les actions plus prisées vont souvent nous coûter peut-être un peu plus cher. Et certaines actions vont pouvoir aller plus loin, puis ça va nous donner certains bonus aussi. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Et on va avoir aussi sur notre plateau personnel, tant qu'à avoir la photo, il y a aussi la mécanique des deux châteaux, la cathédrale. On va avancer notre cube et on va avoir un principe d'avancement vers le haut et aussi vers la gauche. Et de cette façon-là, on peut débloquer certains bonus également. On peut passer au niveau supérieur, ça va nous donner des points de plus à la fin. Donc, plus on est vers la gauche, plus ça va être payant. Il y a certaines tuiles à la fin, des tuiles bleues à la fin, des petits jetons bleus qui vont valoir plus de points plus on est vers la gauche, mais plus on monte haut, plus ça va nous donner de points juste au final pour être monté dans cette piste-là. C'est comme une espèce de piste 2D, là. 3D parce qu'ils l'ont fait en 3 dimensions. Même chose pour la cathédrale. Puis de notre côté, on va avoir une espèce de tuile
J'ai réussi à te retrouver. On va avoir ici. On va avoir notre tuile d'action qu'on peut augmenter la valeur de nos actions. C'est les mêmes actions qu'on retrouve sur les deux petites tuiles et on peut les améliorer. Quand on les sélectionne, on va aussi faire une espèce de forteresse autour de nos tuiles, de notre truc hexagonal là, avec plein d'hexagones. 6, 7 hexagones, on va aussi construire autour de ça pour protéger, on va dire, notre château et avec des murs. Et ces murs-là, ben, quand on les place, ça nous donne aussi certains, on peut débloquer certains bonus, aller chercher, je sais pas si on est capable de voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Bon, je pense pas que je vais trouver ce que je veux exactement. Une photo de, de forteresse. Bon, c'est pas très grave, ça débloque, on peut aller avoir des jetons avec ça, jetons qui vont être payants si on monte dans le château. Donc il y a plein de choses qu'on va faire dans Praga Caputrini, plein de choses qui s'emboîtent ensemble. Jeu qui a une bonne cote quand même jusqu'à maintenant, hein, puis je sais pas qu'il y a 3300 votes quand même, 8.2. Il est déjà 108 dans les jeux de stratégie, 214 overall. Je pense pas qu'il va percer le top 100. Ça fait quand même déjà un petit bout qui est sorti. Il n'a pas fait tant de vagues que ça. Mais moi, je le trouve vraiment très intéressant. J'ai hâte de jouer à plusieurs joueurs. Et c'était mon numéro 6. En cinquième position, on retrouve le jeu Maracaibo. Donc Maracaibo, jeu sorti en 2019 dans lequel on va être dans les Caraïbes et on va se déplacer d'une île à l'autre. Et on va aussi avoir à gagner un peu de l'influence dans les trois différentes nations qui sont en conflit dans le secteur. On va aussi faire de l'aventure. Il y a aussi l'aspect très intéressant du jeu qui est l'aspect legacy. On va dire comme ça, avec des tuiles qui vont moduler d'une partie à l'autre dans une espèce de mode histoire et des cartes qui vont s'ajouter. Donc ça, c'est très intéressant, des différentes missions qui vont arriver d'une partie à l'autre. J'ai commencé un petit peu plus en solo. J'ai vraiment trouvé ça super agréable. Juste pour revenir avant aux petites caractéristiques du jeu, c'est pour 1 à 4 joueurs, on dit 30 à 60 minutes par partie. 30 minutes, ça me surprendrait. Il faut vraiment être très rapide. Mais puis on parle d'une complexité de 3.89. C'est Alexander Pfister qui est l'auteur de ce jeu-là. Et donc, on va avoir toute cette mécanique-là de tuiles qu'on va pouvoir placer qui va vraiment changer le parcours et comment ça fonctionne. Chaque tour de jeu, on va se déplacer en suivant les flèches et on a différentes cases qu'on peut arrêter pour faire différentes actions. On peut avoir des personnages qui vont être à certains endroits que quand on va arrêter là, ben, ça va nous donner certaines actions qu'on peut faire. On a aussi tout notre plateau personnel qu'on peut augmenter notre bateau, donc l'améliorer d'une ronde à l'autre. Donc on voit un peu les petites cases avec des numéros. On va faire gagner de l'influence justement dans les différentes factions. On va aller chercher des différentes ressources aussi pour faire différentes quêtes. Et le tour va se terminer en fait dès qu'un des joueurs va se rendre dans les dernières cases et dès qu'on arrive à la fin, ben, tout le monde termine son tour, même si vous êtes rendu à la case 12. Donc, cet aspect-là qui est super intéressant. Je l'ai juste joué en solo aussi pour l'instant. C'est quasiment un top solo que je suis en train de faire. Euh, mais merci à la pandémie pour ça. J'ai vraiment moins joué en multijoueur. Et on va avoir ce que je voulais dire de plus. C'était les plateaux personnels que je voulais surtout montrer. Les plateaux personnels, on voit un petit peu là, il y a différentes petites jetons bruns qu'on va pouvoir retirer tout au long de la partie et ça va nous débloquer différents bonus, des points de victoire, des actions supplémentaires. Donc c'est tout ça qu'on va faire au courant du jeu et on va avoir aussi notre militaire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans Maracaibo. Mais je pense que le plus intéressant, ça reste l'aspect un peu legacy, histoire, que Pfister a de l'habitude à faire dans ses jeux.
Donc, encore là, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait aussi pour Maracaibo. Juste d'en parler, c'est un jeu que j'ai le goût de ressortir. Donc, c'était mon numéro 5, Maracaibo. En quatrième position, on retrouve Dune Imperium. Donc, Dune Imperium qui a fait quand même beaucoup de vagues dans les dernières semaines, derniers mois. Jeu de 60 à 120 minutes, à peu près 3 de complexité. C'est pas énorme comme complexité. 1 à 4 joueurs. Je l'ai joué autant en solo, j'ai joué aussi à 4 joueurs. Vraiment très intéressant dans les différents modes de jeu. Autant en solo, on a une belle interaction avec les deux automas contre qui on va se battre. Et en multijoueur, ben là, c'est là que j'ai vraiment trouvé à 4 joueurs. La tension était là, c'est un jeu de piste principalement. Peut-être rappeler, c'est Paul Deenan qui est derrière, qui est l'auteur de ce jeu-là. Ça, c'est un jeu vraiment plus de pistes, d'influence avec les différentes factions. Donc, on va vraiment augmenter pour aller chercher des points de victoire sur ces pistes-là. Et l'alliance avec cette faction-là qui vont aussi nous donner des points de victoire. Et c'est une espèce de course à atteindre 10 points de victoire pour déclencher la fin de la partie ou si on se rend à la fin du paquet des cartes de combat. Donc, il y a des conflits qui vont se résoudre aussi effectivement à chacune des rondes, qui vont aussi également nous donner des points de victoire. On va pouvoir déployer notre armée dans ces conflits-là pour éventuellement battre nos adversaires. Il y a des cartes intrigues qui sont très... Je pense que c'est l'aspect qui soit les gens aiment ou aiment pas ce jeu-là, parce qu'il y a des cartes qui peuvent être quand même très fortes des fois, des cartes moins fortes. Donc, ça rajoute quand même au jeu, je dirais. C'est pas parfait, mais j'ai pas trouvé que c'était déséquilibré pour autant. Je trouvais que la tension était quand même là, pareil que la partie qu'on a fait. Le deck building est vraiment important dans le jeu. C'est sûr qu'à 4 joueurs, les cartes vont rouler un petit peu plus. À 2 joueurs, j'ai l'impression, peut-être 3 joueurs, ça va peut-être moins de cartes qui vont arriver. Mais il faut quand même faire des choix judicieux sur les actions qu'on veut faire parce que les cartes sont reliées aux endroits qu'on va pouvoir aller. Donc, il faut jouer une carte pour aller à tel endroit sur le plateau ou aller dans les différentes factions. Donc, ça, c'est très important, mais souvent, on se fait voler aussi nos endroits où on veut aller. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on va avoir à faire. Il y a aussi un ouvrier supplémentaire à débloquer qui va être très important. On va avoir aussi différentes factions un petit peu asymétriques. C'est pas très asymétrique comme jeu, là. C'est en fait pas vraiment asymétrique, là. C'est plus des pouvoirs différents au début de la partie, mais ça mène pas d'asymétrie dans le jeu, là. C'est juste un bonus différent. Sinon, tout le monde joue de la même façon, soit avec un deck building puis en jouant ses ouvriers. Donc, c'est un placement de travailleurs avec un aspect deck building. Que j'ai trouvé plus intéressant que Lost Ruin of Arnak, que j'ai joué une fois par contre, puis c'était sur BGA. Donc j'ai moins eu la sensation de toucher au matériel et tout ça. Donc Lost Ruin, c'est sûr que je vais devoir rejouer, mais je l'ai déjà joué une fois sur BGA à 2 joueurs, qui était peut-être pas l'optimal pour ce jeu-là. Donc pour revenir à Dune Imperium, je trouve vraiment ce qui fait la beauté du jeu, c'est la tension un peu pour aller chercher les différentes ressources et la tension pour atteindre les 10 points de victoire. Chaque combat est important, chaque piste d'influence est importante. Donc tout ça mis ensemble, je trouve que ça fait un excellent jeu qui était mon numéro 4. En troisième position, on retrouve Tapestry, jeu sorti en 2019, jeu de civilisation, jeu de piste, très de piste, de 1 à 5 joueurs, 90 à 120 minutes par partie, pas une très grande complexité, un petit peu moins que 3, c'est un livret de règles de 4 pages, mais je trouve que ce que Jamie Steinmeier a réussi à faire en amenant un jeu vraiment intéressant au niveau des choix qu'on a à faire et regrouper ça dans 4 pages de règles, vraiment décomplexifier le jeu au maximum, le rendre pas compliqué, mais avec une complexité surtout au niveau de la réflexion des choix qu'on veut faire dans les pistes qu'on veut aller augmenter.
Un jeu un peu overproduced, là, ça on se le cachera pas, mais ça reste un beau jeu malgré tout, mais ça fait que les boîtes sont chères, c'est un petit peu dommage. Par contre, c'est du matériel de très, très grande qualité. Tout est pré-peint à part les petites cabanes pour les différents joueurs, mais sont de couleurs différentes. Mais sinon, toutes les si je vous montre, j'étais sûrement dessus tantôt, tous les bâtiments qu'on va pouvoir construire, ben, eux sont tous déjà pré-peints. Donc ça fait un matériel de très grande qualité. Jeu principalement dans lequel on va passer d'une ère à l'autre avec notre civilisation, augmenter sur les différentes pistes, les pistes de différents niveaux qui vont nous coûter des ressources, qui vont nous permettre de faire des actions, acheter des technologies, on peut construire des bâtiments, et on va avoir une mécanique sur notre plateau personnel, de quand on place un bâtiment, ben, quand on va faire notre scoring à la fin d'une manche, à la fin d'un air, en fait, quand on décide de changer d'air, parce que chaque personne peut changer d'air au moment où il veut, va donner des ressources et des points de victoire pour la partie. Donc, plus on construit vite, plus ça va nous donner des points à chaque fois qu'on va faire des changements d'air. J'ai joué toutes sortes de parties un peu différentes à ce jeu-là, soit à 3-4 joueurs, en solo, et on peut vraiment se planter si on s'éparpille un peu trop partout. On ne sera jamais capable d'augmenter assez dans chacune des pistes, donc ça va être très difficile pour nous. Par contre, si on optimise bien nos choses, on peut faire vraiment beaucoup de points de victoire, beaucoup d'enchaînements. On réussit à débloquer beaucoup de ressources et on vient à faire des très longs airs. Malgré tout, le jeu roule quand même très bien parce que chaque joueur va faire une action par tour, puis c'est avancer sur une piste. Donc c'est relativement rapide. Il y a un petit peu de combat qui va se faire au centre du plateau avec, on va construire, si je réussis à trouver le plateau de jeu ici, on va construire, on va placer des tuiles en fait sur le plateau, une espèce de construire le territoire, puis on va se déplacer pour contrôler différents secteurs avec nos pions. Et on va faire des petits combats avec, il y a des cartes aussi embuscades qui permettent de surprendre les adversaires, mais c'est pas des gros combats très intenses. Une mécanique très simple, les technologies, c'est vraiment une belle mécanique aussi, qu'on va augmenter les cartes sur notre plateau pour les activer à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a différentes factions qui vont toutes avoir, chacune des factions va avoir des particularités, des points de victoire qu'il peut aller chercher de façon différente des autres. Donc des pouvoirs différents qu'on va avoir avec chacune des factions. Quand on joue en solo, vraiment super intéressant aussi contre une espèce de deux automas, un qui fait des points, un qui est juste là pour faire un petit peu du trouble. Facile à gérer aussi, les automas. Donc, beaucoup de plaisir avec, avec Tapestry. On a une espèce de bingo aussi, une petite carte. Puis on fait des lignes, des carreaux, ça nous donne des lignes, ça va nous donner des points de victoire, des carreaux, ça va nous donner des ressources qu'on va pouvoir dépenser pour éventuellement augmenter sur les pistes. Donc, beaucoup de choses dans Tapestry vraiment que je trouve super intéressant comme jeu. J'aime les jeux de piste, donc c'est un jeu vraiment quasiment juste focusé là-dessus. Et donc, c'est ça pour Tapestry qui était mon numéro 3. En deuxième position, on retrouve un autre jeu assez gros qui se nomme Gloomhaven Jaws of the Lion, sorti en 2020. Donc, c'est une version un petit peu plus écourtée de Gloomhaven et que j'ai joué à peu près le même nombre de parties que Gloomhaven, mais lui, je pense que je vais me rendre d'ici peut-être 1 an ou 2 là, à la fin de la campagne. Là, je joue à l'occasion, que j'aime ressortir de temps en temps. J'ai déjà 8 parties de fait. Complexité 3.57, c'est pas le jeu hyper complexe. 30 à 120 minutes par partie, là, ça, je trouve ça un petit peu tirer la sauce. 30 minutes, je ne sais pas comment tu peux vraiment faire ça. Il y a peut-être des scénarios qui sont très rapides que j'ai pas vus, mais je pense plus que c'est autour d'1 heure, 1 heure et quart.
pour un scénario. On peut jouer de 1 à 4 joueurs. J'avais commencé à jouer à 2 joueurs avec ma conjointe, mais finalement, après les tutoriels, tout ça, les 5-6 premières parties, elle a décidé de me laisser aller seul dans ce scénario. Donc, je joue avec 2 personnages. Donc, ça rajoute un petit peu de temps à mes parties, mais ça reste super agréable. C'est pas trop pire la mise en place aussi de ce jeu-là jusqu'à maintenant, vu que c'est maintenant avec un livret de scénario. C'est assez intense. Un livret de scénario, je ne sais pas s'il y a d'autres photos un petit peu mieux. C'est maintenant. Donc, je ne sais pas si on le voit. Bon, il montrait, on voit le livret de scénario à droite. Là. Donc, déjà, les éléments, les obstacles vont déjà être placés. Donc, tout ce qu'on avait à placer dans Gloomhaven, ben, on n'a pas à le faire. Les endroits sont déjà ciblés dans le livret. Donc, ça aide vraiment beaucoup à la mise en place, à accélérer le jeu. À contrôler les ennemis, c'est quand même pas trop pire. Ça, faut sortir plein de petites cartes. Là, je sais qu'il y a des applications qui existent pour accélérer le tout, mais j'aime ça pas avoir d'application quand je joue habituellement. J'aime ça juste jouer avec le matériel que j'ai. Il y a plein d'items qu'on peut aller chercher. Il y a plein de choses dans Gloomhaven. On va faire évoluer nos personnages. Ah, on a une belle photo ici. La map avec les différents scénarios qu'on va pouvoir se déplacer. Ce que j'aime surtout de Gloomhaven, ce que j'aimais de Gloomhaven et Jaws of the Lion, c'est la même chose. C'est vraiment la mécanique de carte, de sélection de l'action du haut, l'action du bas, les initiatives. C'est ce que je trouve intéressant, comment on se déplace sur le plateau pour faire tel... Il y a vraiment une réflexion à faire que je vais faire tel déplacement, je vais faire telle attaque avec l'autre personnage, je vais faire telle affaire, puis je vais réussir à me débrouiller de cette façon-là. Là, tu as toujours le risque que l'adversaire, les ennemis jouent avant toi, donc il y a toujours des petits risques à prendre ici et là. Puis on va comme s'épuiser si on fait trop avec des cartes qu'on va épuiser, qu'on fait des repos courts, des repos longs. Donc, il y a vraiment cet aspect-là super intéressant du jeu. Il y a une espèce de sélection de cartes aussi avant de faire un scénario. Donc, on peut se mettre nos meilleures cartes possibles, une dizaine de cartes qu'on va avoir en main, dépendant des personnages. Et donc, on joue avec ça, on essaie de faire les meilleurs combos possibles. Des cartes qui, quand sont tellement fortes, qui vont être tout de suite supprimées. Donc, là, ça nous donne moins de vie pour le scénario. Donc, dépendant de la longueur, de comment il faut se déplacer. Fait que, c'est vraiment l'aspect stratégique de Gloomhaven que j'aime beaucoup. L'aspect planification, d'action, même si c'est pas des genres de jeux thématiquement que j'aime habituellement, des dungeon crawlers, je suis pas trop dans ce style-là, monde fantastique. Je suis moins là-dedans, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup pour sa mécanique de cartes. Donc, Gloomhaven, Jaws of the Lion, c'était mon numéro 2. Finalement, mon numéro 1, c'est le jeu Barrage, sorti en 2019. Jeu d'hydroélectricité, donc on va construire des barrages, des réservoirs pour créer de l'énergie. Cette énergie-là va nous donner des points de victoire. Et c'est un jeu de 4 joueurs, 60 à 120 minutes par partie, complexité de 4 quand même, un jeu assez lourd. De Simone Luciani et Tommaso Battista, deux auteurs que j'aime beaucoup, deux auteurs italiens. C'est un jeu dans lequel on va, comme je disais, faire un réseau de barrages hydroélectriques. Même chose pour les adversaires. Donc, on est tous sur le même réseau de bassins et il y a de l'eau qu'on peut amener à différents usines de transformation, de power. Les power plants, je ne sais pas la traduction, mais ce qui va créer l'énergie. Donc, l'eau peut partir d'un bassin adverse. Ça, je suis plus certain. Ça peut passer par des tuyaux adverses, mais pas par des... on peut passer par des tuyaux adverses. Par contre, il faut leur payer
ce que ça leur doit pour passer à travers leur conduit, pour se rendre à notre power plant. Donc, il y a toute cette mécanique-là. Il y a l'eau qui va couler d'un barrage à l'autre aussi, s'il y a de l'eau qui déborde. On peut aussi... il y a des... il y a on peut faire des power plants, des centrales hydroélectriques au fil de l'eau. Donc, si l'eau passe au travers, ça nous donne... ça dépend de certains pouvoirs, je pense, de personnages qui va leur donner des points aussi. Il y a des contrats à réaliser dans ce jeu-là, si je me trompe pas. On dirait que ça fait un petit bout que je l'ai joué, puis là, je suis plus certain de ce que j'avance. Ouais, c'est ça. Il y a certains contrats d'énergie qu'on va faire. Et ça va donner soit des points, des bonus, etc. Puis, ce qui est intéressant aussi dans Barrage, c'est tout l'aspect construction des différents éléments qu'on va avoir à faire qui fonctionnent avec une roulette de construction. Je ne sais pas si on va être capable d'en voir une. Ces petites roulettes-là qui sont à gauche, là, on va avoir dans le fond je pense qu'on va le mieux la voir ici. La roulette qui est à droite, c'est dans le fond, on va utiliser soit nos pépines, nos bétonnières, tout ça, et pour construire les différents éléments de notre barrage. Et ces éléments-là vont être dépensés, mais vont revenir parce que c'est comme pour simuler la durée de la construction des éléments. Donc, on a monopolisé, par exemple, nos excavatrices. Donc, pendant un certain temps, ils ne seront plus disponibles. Et là, il y a tout cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. On sait qu'on va en avoir si on construit telle affaire. Il y en a d'autres qui vont être de nouveau disponibles. Il y a toute une gestion de notre équipement à faire en sorte à prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le... ça fait trop un petit bout que j'ai pas joué. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Il y a certaines technologies aussi qu'on peut améliorer. C'est un jeu de placement de travailleurs, donc on va placer à différents endroits pour faire différentes actions, soit construire, amener de l'eau, améliorer faire tourner notre roue pour avoir nos ressources plus rapidement. On va aussi augmenter sur une piste là, selon les énergies qu'on a produites. Il faut avancer d'une certaines étapes pour avoir accès à certains bonus d'objectifs de manche qu'on va pouvoir faire si on est rendu à ces endroits-là. Il y a des bonus de fin de partie aussi à respecter. Donc un jeu vraiment dans l'ensemble, vraiment intéressant, assez complexe quand on va jouer avec l'automa. Ça, je ne vous cacherai pas parce que l'automa va aussi se construire sur le plateau. Et normalement, on essaie de jouer avec 2 automas parce que c'est un jeu qui va commencer à être bon à partir de 3 joueurs, là, 3 vrais joueurs. Donc, quand on joue à moins de ça, il faut quand même simuler des joueurs virtuels pour vraiment bien simuler le jeu. Sinon, il n'y a pas de compétition sur le plateau. Ça c'est un petit peu perdu comme cause. Donc, il peut être assez complexe sur les choix de où on va mettre telle pièce. Mais on réussit à se démêler quand même malgré tout. Mais c'est pas tout à fait facile pour les premières parties qu'on va faire avec les automas. Il faut s'attendre à jouer facilement 2-3 heures. Là. Vu qu'on a les automas à gérer en plus. En multijoueur, c'est sûr ça va être plus rapide parce que tout le monde fait ses affaires. Donc c'est un jeu que j'aimerais ça rejouer aussi à plusieurs joueurs. J'ai joué juste une fois, je pense, en multijoueur, puis 2 fois en solo. Donc Barrage, c'était mon numéro 1 de ce top 10 2019-2020. Alors, c'est ce qui conclut ce top 10. J'espère que vous avez apprécié de voir regrouper 2019-2020. Ça met beaucoup de très bons jeux finalement, tout ensemble. J'ai pas l'impression qu'en 2021, il y en a sorti d'aussi bons. Mais ça va être à voir souvent les sorties sont plus vers la fin de l'année, hein. On s'en va vers là, avec SN qui s'en vient très bientôt. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça, ce petit wrap-up, dans le fond, de mes jeux préférés qui sont sortis dans les 2 dernières années, soit 2019 et 2020.
Beaucoup de jeux que j'ai joué en solo là-dedans. Je pense pas qu'il y en a que j'ai pas joué en solo. C'est pas mal tous des jeux qui sont compatible avec un mode solo. Donc, sur ça, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Board Game Québec si ce n'est pas encore fait. En passant, j'ai fait cette vidéo-là. Je suis dans mon local pour la boutique La Pioche, encore en préparation avant l'ouverture. Donc, j'ai fait un petit montage en arrière. Ça va être ma pièce ici pour faire l'expédition. Fait que j'ai mis quelques jeux que j'ai reçus pour la vente éventuelle. Donc, ce que vous voyez en arrière, ben, ça va être disponible éventuellement quand ça va ouvrir. Vous allez pouvoir procurer ces jeux-là. C'est qu'un échantillon, hein, on s'entend. Il va y avoir beaucoup plus de stock, des nouveautés aussi qui vont arriver. Donc, sur ça, ben, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là et on se revoit très bientôt. Bye bye!